d'un certain nombre d'affaires qui tournent autour de l'aspect déstabilisation et perturbation. Elles ont un caractère différent et c'est pour cette raison que nous les avons regroupées dans le même thème, quoiqu'elles paraissent un petit peu différentes à première vue. La première chose dont je vais vous parler sont les attaques en réputation, avec une première affaire, celle qui a visé Castle Cops en 2007. Castle Cops, c'est une organisation qui lutte contre le spam, contre le phishing, qui procure de l'information sur son site web et qui est basée aux États-Unis. Elle vit en 2007 un certain nombre d'attaques en déni de service, des attaques distribuées en déni de service. Ça n'est pas la première fois. Et ça n'est pas la première fois non plus pour d'autres organisations anti-spam et anti-phishing qui, dans le même temps que Castle Cops, vont également être sous le feu d'attaques en déni de service distribuées. Pour Castle Cops, il est arrivé une particularité, c'est que après le déni de service, après l'un des dénis de service, une étrange affaire la frappe. Des virements PayPal vont commencer à arriver pour des donations. Et là, c'est très bien pour Castle Cops, puisqu'elle vit pour partie de donations. Le problème, c'est que ces donations sont des donations qui proviennent en partie de comptes bancaires dont les données ont été pillées par voie de phishing. Et là, on a un certain nombre de donations qui sont faites dont les montants s'échelonnent entre $1 et $2800, pour un montant total que nous ignorons à ce jour, étant donné qu'il faut un certain temps pour pouvoir séparer le grain de livret, c'est-à-dire les donations réellement consenties et les autres. Il y a une forte atteinte à sa réputation, puisque pendant un moment, les gens pensent et se le racontent que Castle Cops est à l'origine. L'action malveillante de donations frauduleuses, elle entraîne également d'autres troubles et d'autres perturbations pour Castle Cops, puisqu'il lui faut vérifier, effectuer une vérification serrée de la comptabilité, répondre aux gens, diligenter une enquête et continuer à faire son travail. Mais pendant ce temps-là, l'une des conséquences fâcheuses et qui le perturbe fortement, c'est que pendant le temps où on vérifie quelles sont les donations frauduleuses des donations légitimes, le compte de l'association est bloqué. Nous nous posons la question de savoir si nous sommes en présence de l'émergence d'une nouvelle forme de déstabilisation, une nouvelle forme de représailles par atteinte à la réputation. Est-ce que actuellement ces donations frauduleuses sont un phénomène rare? En 2007, en tout cas, un autre cas est rapporté. Il concerne un sénateur du Texas qui s'appelle Ron Paul et qui était candidat et qui a commencé à recevoir lui aussi des donations pour un montant de 5 à 3 000 $. Et toutes ces donations étaient elles-mêmes frauduleuses et même mécaniques, entachement de la réputation et toute la mécanique mise en place pour faire les reversements et vérifier entre les donations légitimes et les donations frauduleuses. Voilà, donc pour l'instant, une affaire à suivre, l'émergence d'un nouveau phénomène, l'avenir nous le dira. Quant à la signification de ces attaques, pourquoi des gens qui ont pillé des comptes bancaires iraient-ils reverser de l'argent à des organisations qu'ils honnissent? Diverses hypothèses ont été émises par les uns et les autres. S'agissait-il seulement d'attaques à la réputation ou bien de tests de validité des cartes dont les coordonnées avaient été dérobées? Ou bien s'agissait-il d'un test, vu l'échelonnement des montants pillés, un test de détection des systèmes de fraude des établissements financiers? Ou bien est-ce que c'était tout cela à la fois ou autre chose? Deuxième type d'affaires qui ont pu être déstabilisantes à un moment, c'est une affaire étrange qui nous a, comme l'a indiqué tout à l'heure Pascal, d'abord intéressés en tant qu'information lorsque nous l'avons reçue, puisqu'elle visait une déstabilisation au plan national pour l'Argentine, et pour laquelle nous avons donc décidé de remonter un petit peu pour avoir un complément d'information. Donc, en 2007, nous sommes sensibles à une information qui a été publiée le 24 février, donc en début d'année, et dont les conséquences pouvaient être fortement déstabilisantes pour l'économie de tout le pays, en l'occurrence l'Argentine.
Donc ce 24 février 2007, nous apprenons qu'un hacker joue un mauvais tour aux automobilistes argentins, que le site du secrétariat à l'énergie argentin a été violé, qu'un effacement de stations d'essence de la liste officielle de livraison de carburant a été commis et que la conséquence en est la privation pour 1 millier à peu près de stations essence en Argentine du combustible attendu. Évidemment, donc cette information a été publiée par plusieurs médias en Argentine, les grands quotidiens locaux qui s'appellent Clarín et La Nación. Les informations en français ont suivi et elles ont été répliquées en chaîne sur les sites web d'information, aussi bien que sur des blogs. Le piratage a été évoqué à chaque fois et en France, notamment, l'information annonçait une forme de gravité puisqu'on a pu lire des titres qui disaient la distribution d'essence nationale paralysée par un pirate. Effectivement, ça interpelle du point de vue de la problématique de sécurité dans un pays. Cette information nous intéressant, nous avons décidé de consulter, d'aller en chercher plus, c'est-à-dire savoir exactement, d'avoir les tenants et aboutissants. Et surprise grâce à un membre d'ailleurs de Clusif qui nous a permis de traduire des documents d'origine argentine. Et nous voyons donc que le même 24 février 2007, l'agence de presse argentine qui s'appelle Telam parle d'erreurs informatiques et non plus de piratage. Les chiffres sur le nombre de stations concernées ne sont plus 1000, mais 3000. Et un petit peu plus tard dans la matinée, les médias argentins qui ont fait état d'un piratage, eux aussi, ont déjà publié des rectificatifs et des démentis. Mais d'où sort cette histoire de piratage finalement? Parce qu'au début, il y a bien quelqu'un qui a parlé de piratage. En fait, c'est la FECRA, qui est une organisation de professionnels, la Fédération des entreprises de combustible de la République argentine. C'est elle qui a contacté les médias en leur communiquant des informations et qui a parlé de piratage. Et que lorsqu'elle a été interrogée par les journalistes argentins dans la même journée, la même matinée du 24 février, à propos de ce piratage, force est de constater que l'association, la fédération, a dit que non, il n'y a pas eu de piratage, ni d'erreur, donc elle s'est rétractée. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi avoir parlé de piratage. Pourquoi, dans ces conditions, on examine le contexte et on se dit, tiens, est-ce que ça tombe pas pile sur quelque chose? Et on se dit, mais de toute façon, oui, il y a des pirates en Argentine, c'est tout à fait possible qu'ils s'intéressent au site d'un gouvernement. Mais l'information était arrivée dans un contexte, quand on l'a examiné, un contexte particulier dans lequel les professionnels de la distribution du combustible étaient en conflit avec les autorités et appelaient à des négociations et souhaitaient qu'elles aient lieu de manière la plus rapide possible. Et on se demande, effectivement, de là, on peut former une hypothèse. Alors, ce pseudo-piratage, est-ce qu'il n'est pas tombé à pic pour focaliser l'attention, mobiliser, éventuellement créer une pression par la panique de la population et déstabiliser le secrétariat à l'énergie argentin pour qu'il hâte l'ouverture de négociations? C'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Troisième partie dont je vais vous parler, c'est l'espionnage industriel. Alors chaque année, malheureusement, je relève des cas, et nous relevons des cas d'espionnage industriel, et ça ne faiblit pas. Il y a deux affaires qui sont très marquantes, donc McLaren et Ferrari, Renault F1 et McLaren. Je vais me dépêcher pour vous les raconter. En tous les cas, il s'agit de deux affaires en cours qui mettent toutes les deux en cause une fuite d'informations ou des fuites d'informations stratégiques par des employés. Je précise, et je l'écris toujours, que s'agissant d'affaires en cours, la prudence est de mise parce que, comme pour l'affaire des pirates argentins ou des pseudo-pirates argentins, des développements ultérieurs nous apprendront davantage de choses et en tout état de cause, aucune décision de justice n'ayant été prononcée, nous ne pouvons pas stabiliser l'information comme telle. Première affaire, Ferrari-McLaren. Qu'est-ce qui se passe? En 2007, et c'est l'été, Ferrari accuse McLaren, son rival, d'espionnage. Il s'ensuit une série de désagréments pour McLaren, puisque McLaren se voit exclu du championnat des constructeurs 2007, qui perd tous ses points au classement, qui se voit infliger une amende de 100 millions de dollars. L'entreprise formulera des excuses envers Ferrari. Ça, c'est pour le côté sportif de l'affaire.
Le côté judiciaire est toujours en cours avec une instruction en cours en Italie, au pénal, et une au civil en Angleterre. Les deux constructeurs sont perturbés, pas seulement Ferrari, McLaren, puisque son image est également écornée, qu'elle est écartée d'un championnat, que des frais financiers sont éventuellement engagés à perte et que l'entreprise est mise en cause dans une affaire judiciaire. Déstabiliser aussi, évidemment, toute l'équipe de conception des automobiles. Deuxième affaire dans la foulée qui arrive, McLaren accuse Renault d'espionnage à son tour. Renault a été déclaré coupable par la Fédération internationale aussi sur la problématique de l'image, et le nombre de documents incriminés étant plus faible et n'ayant pas la preuve que Renault ait utilisé les données techniques emportées par Philippe Maigret, elle n'est pas sanctionnée jusqu'à plus amples informations. Il pourrait y avoir des développements éventuels. En tous les cas, Renault a insisté en disant, dès qu'on a su, on a prévenu, et on a été d'une totale transparence envers la Fédération internationale et McLaren. Dernier volet de ces affaires assez déstabilisantes, des opportunités de malveillance et de renseignement sur les réseaux sociaux. On connaît la classification où on distingue habituellement entre réseaux sociaux professionnels, comme du type LinkedIn et Viadeo, ou des réseaux sociaux de retrouvailles, exemple Classmates ou Copains d'avant ou Trombi, des réseaux sociaux de partage de photos, des réseaux sociaux de partage de goûts et de loisirs comme Facebook ou d'exposition de ses œuvres comme MySpace. Bon, cette différence, en fait, entre réseaux sociaux professionnels, de loisirs, ça tend, ou de retrouvailles, tend à s'estomper puisque chaque réseau social maintenant incorpore de nouvelles fonctionnalités qui font perdre ou qui complètent la mission d'origine. Évidemment, plus il y a d'utilisateurs, comme le signalait fortement justement tout à l'heure François, et plus il y a possiblement d'argent en jeu, plus les personnes malveillantes vont être attirées. Alors, ce qui peut attirer, évidemment, sur ces réseaux sociaux, et qui se comptent par millions, je viens de le dire, c'est qu'ils permettent la création de profils extrêmement détaillés, sans, et ça c'est une vraie problématique, sans que les internautes soient toujours tous conscients des risques potentiels d'exploitation malveillante qui peuvent découler du fait de livrer autant d'informations sur soi et sur ses contacts. Facebook, en juin 2007, porte plainte contre X pour tentative d'accès frauduleux à son système informatique. Serait impliquée dans cette affaire une société du domaine de la pornographie. Et évidemment, ceci nous fait penser à des tentatives de récolte des millions d'adresses e-mail au vu de spam, voire de phishing. Ça nous fait penser à ça. Sur les réseaux sociaux, mais je dirais comme partout ailleurs, là, sur Internet, sur le web, il y a la possibilité d'imposture et de faire des mauvaises rencontres. Et en 2007, on a eu un exemple assez tragique, puisqu'une jeune fille de 13 ans s'est suicidée après une idylle en ligne avec un Josh, dont elle s'était amourachée. Et Josh s'est mis brutalement à lui parler de façon extrêmement dure, à modifier sa façon de se comporter avec elle, et au point, elle l'a laissé tomber, au point que l'adolescente donc s'est suicidée. Par la suite, il se révéla que Josh n'était autre qu'une femme de 47 ans qui habitait à proximité. Cette femme n'a pas été inculpée. Conclusion, il est évident que vu l'importance, le nombre d'utilisateurs, les risques et les enjeux de sécurité sont accrus sur les réseaux sociaux. Pour les individus qui ne comprennent pas, ne sont pas suffisamment conscients et méritent d'être éduqués sur la question. Sur le fait que quand ils donnent des informations sur eux, sur les goûts, les loisirs, qui ils fréquentent, quelles sont leurs opinions politiques, tout ça se capitalise sur certains réseaux sociaux. Même si vous résiliez votre compte utilisateur et que si vous enlevez votre profil, en réalité, le réseau social a écrit dans ses termes d'utilisation que lui garde une copie. Et il n'y a pas de durée limite indiquée pour la conservation de ces données. Alors que vous savez qu'en France, la conservation des données, elle est limitée et elle doit répondre à un certain nombre de critères. D'autres informations qui peuvent être en plus dangereuses, aussi bien pour les individus que pour les entreprises, c'est les cartographies de réseaux contacts. Les cartographies de réseaux et de contacts professionnels
sont des moyens extraordinaires d'approche, directe ou indirecte, pour qui voudrait lancer une opération de renseignement. Il le ferait à moindre frais. Voilà, donc j'en ai fini.